As-tu déjà rencontré l'infidélité dans une relation de couple? Aujourd'hui, je vais parler de ce sujet extrêmement tabou qui est l'infidélité. C'est le sujet que vous m'avez le plus demandé en story sur Instagram, donc je me suis dit que j'allais faire une première vidéo sur ce sujet en répondant aux premières questions que j'ai reçues. D'où est-ce que ça vient l'infidélité? Quels sont les impacts? Qu'est-ce qui la définissent? Est-ce que c'est plus les hommes que les femmes qui sont infidèles? Enfin bref, on va un peu déblayer ce terrain-là. La fidélité et l'infidélité ont beaucoup évolué à travers les siècles en fonction aussi des évolutions du concept de mariage. C'est vrai que à l'époque, donc il y a plusieurs siècles, le mariage ne se faisait pas par amour. Aujourd'hui, majoritairement, là, même si dans le monde il y a encore à peu près 40% de mariages qui sont arrangés, dont certains forcés, alors ça c'est encore une autre question, la majorité des mariages aujourd'hui sont donc faits par amour avec les sentiments. Ce qui n'était pas du tout le cas à l'époque où le couple, le mariage était vu comme un engagement, un partenariat pour asseoir une position sociale, économique, stratégique, politique, etc. Donc on n'y allait pas par amour, on y allait par devoir. À l'époque, on disait justement que les sentiments ne faisaient pas bon ménage avec cette institution qui était le mariage parce que ça floutait le tout. Et on le voit dans des fictions comme les Bridgerton, Jane Austen, les sœurs Brontë, etc. Toute cette idée autour du mariage, des devoirs et de l'amour. Aujourd'hui, comment on peut définir l'infidélité? Parce que c'est vrai qu'avant, il y avait surtout cette idée d'acte sexuel, mais aujourd'hui, à l'ère du digital, de Snapchat, de Telegram, des messages très éphémères, des photos éphémères, des chats, des applications de rencontres, finalement, l'infidélité est multiforme. En général, l'infidélité se définit par 3 critères. Donc ça peut être 1 des 3, 2 sur 3, 3 sur 3, donc à voir. Le premier critère, c'est le secret. Le fait qu'on garde quelque chose de secret. Alors je ne dis pas que au sein d'un couple, on n'a pas le droit d'avoir un jardin secret, mais là, on sait qu'on ne va pas le dire, qu'on ne peut pas le dire, et en fait, on sait qu'on le garde volontairement de l'autre. Même des fois dans des relations amicales, on va garder secret quelque chose parce qu'on se dit que l'autre ne va pas comprendre, que l'autre va juger, etc. Donc vraiment, un des points qui définit l'infidélité, c'est cette notion de secret qui l'entoure. C'est que la personne concernée, et donc avec la potentielle autre personne, voire plusieurs autres personnes, seules ces personnes sont au courant. Donc il y a vraiment ce côté, je garde, je retiens quelque chose envers mon ou ma partenaire. Le deuxième indicateur, c'est la notion d'alchimie sexuelle. C'est-à-dire que même des fois quand il n'y a pas de rapport concret, les sextos échangés, le chat, les photos, enfin bon bref, tout cet univers où on sent qu'il y a un feeling sexuel, où il y a une excitation, où il y a du désir et où on va relativement agir sur ce désir, donc c'est-à-dire initier un mouvement parce qu'on pourrait ressentir du désir envers quelqu'un d'autre et ne rien faire là-dessus parce que ressentir du désir pour quelqu'un d'autre, c'est quelque chose qui arrive, on peut fantasmer sur quelqu'un qu'on a croisé, un acteur, etc. C'est quelque chose de normal dans une relation, mais dès lors qu'on va agir sur ce désir et qu'on va chercher d'autant plus cette alchimie sexuelle, même si ça ne passe que par des messages, bah, ça rentre dans la catégorie de l'infidélité. En tout cas, c'est un critère discriminant. Et le dernier critère, ça va être le critère affectif, c'est-à-dire que on se lie au niveau affectif, émotionnel avec cette personne. Des fois, ça peut être que affectif et il n'y a rien de sexuel. Il y a des personnes qui vont dire non, mais je n'ai pas trompé mon ou ma partenaire parce qu'il ne s'est rien passé. Mais en fait, il y a eu un attachement, un engagement affectif avec quelqu'un d'autre, sachant qu'aujourd'hui, puisque le mariage se fait, ou en tout cas le couple se fait à la base sur un engagement affectif, mutuel et généralement exclusif, là je parle vraiment des couples classiques monogames. Je ne suis pas dans la perspective du polyamour ou des relations libres, mais dans le couple classique, il y a cette idée d'engagement affectif, exclusif et en prolongation sexuelle. Donc le fait d'engager affectivement un certain type de relation et qu'on ne peut pas en parler à son ou sa partenaire, on rentre dans le cadre de l'infidélité. Et
Il n'y a pas de hiérarchie entre ces 3 critères. Parfois, on se dit, voilà, ça n'a été que sexuel au début et au fur et à mesure, il y a une composante affective. La configuration n'est pas linéaire. Parfois, on ne s'attend pas à développer une alchimie sexuelle ou affective avec ces personnes qu'on va rencontrer. La question un petit peu brûlante, c'est qui trompe le plus? Alors, historiquement, effectivement, c'était les hommes qui trompaient majoritairement leurs femmes. Pourquoi ça? Parce que les femmes étaient extrêmement condamnées en termes de société, de justice, de religion pour avoir des mœurs légères et il fallait surtout garantir la filiation. Donc, autant c'était admis que les hommes et des maîtresses aillent dans les bordels, etc. Mais une femme ne pouvait pas se permettre de ne pas savoir qui était le père de son enfant parce que ça impliquait, au-delà de l'aspect déshonneur et le regard de la société, ça impliquait aussi un énorme poids en termes d'héritage, de filiation. Donc c'était pour ça que les femmes, c'était extrêmement rare. Elles pouvaient des fois avoir des infidélités, on va dire, épistolaires, donc nouer des liens affectifs, mais il n'y avait pas forcément la dimension sexuelle. Et puis il n'y avait pas encore la libération sexuelle des femmes, ni le contrôle des naissances, qui a permis notamment aux femmes de rattraper les hommes en termes d'infidélité. Aujourd'hui, les dernières stats qu'on a, c'est à peu près 40% chez les hommes et chez les femmes qui avouent avoir succombé à l'infidélité, quelle qu'elle soit. Je pense qu'on est en deçà, comme le disent ces études, de la réalité. Donc on va dire 4 couples sur 10, mais sans doute plus. Et finalement, qu'est-ce qui amène à l'infidélité? Parce que le but, c'est pas de justifier les infidélités, mais il y a plein de situations qui amènent à l'infidélité. On peut ou pas les tolérer, mais ce sont des situations quand même assez récurrentes que moi j'observe aussi dans les rencontres que je fais avec mes clientes et mes clients. Ça se regroupe sous quand même quelques grandes catégories. Avant de rentrer sur les situations qui amènent à l'infidélité, je pense que c'est important de rappeler qu'on est tous à 100% responsables. C'est-à-dire qu'on peut toujours blâmer la personne infidèle. Et le but, c'est pas de blâmer la personne qui a été fidèle, mais ça vient parler d'une dynamique relationnelle qui a amené de la frustration, du ressentiment, de l'insatisfaction dans la relation. Et on va avoir tendance à se dire, bon, je vais aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs et le cas échéant, ça va me permettre de décider si je reste ou pas dans cette relation. Je pense que c'est vraiment une histoire de dynamique relationnelle qui amène à ces situations-là. Je pense que dans la plupart des cas, il y a encore de l'amour dans le couple et ça montre bien que amour et désir ne fonctionnent pas de la même manière. On nous fait croire dans ces films romantiques qu'ils se nourrissent, mais en fait, ce n'est pas si simple que ça. Et ça, c'est un élément hyper important. L'amour et le désir n'ont pas le même fonctionnement. Alors parfois, ils peuvent se compléter. Souvent, ils ont besoin d'être entretenus avec différents prismes. Donc, on est à 100% responsable chacun dans la relation et le but, c'est pas de trouver le coupable, même si on peut blâmer la personne qui a été infidèle, mais c'est de voir aussi qu'est-ce qui nous a amené là. Et c'est vrai qu'en général, ce qui peut amener à de l'infidélité, comme je le disais, c'est une insatisfaction, qu'elle soit affective ou sexuelle, c'est-à-dire que parfois je ne me sens pas aimée de mon ou ma partenaire, je sens qu'il n'y a plus de tendresse ou je ne suis pas dans une satisfaction intime et notamment sexuelle, je vais aller voir ailleurs. Parfois, c'est aussi par vengeance. Alors là, ça fait d'autant plus mal parce que c'est la volonté d'aller blesser la personne avec qui on est. Par vengeance, pour plein de raisons que je ne citerai pas là, c'est propre à chacun et chacune. Ça peut aussi venir dans un contexte de ce que j'appelle FOMO, c'est-à-dire the fear of missing out, la peur de passer à côté. Même si c'est plus rare aujourd'hui, il y a quand même encore des couples où ce sont leurs premières relations, voire leur première fois, où ils ont tout découvert de la vie, de la sexualité avec cette personne. Et il peut y avoir cette peur de passer à côté de je n'ai eu qu'un seul ou qu'une seule partenaire.
Finalement, est-ce que je loupe pas des choses? Est-ce que je me prive de choses d'un point de vue d'expérience humaine, etc. Et de décider d'aller voir ailleurs pour aller remplir, combler ce qu'on imagine comme étant un manque d'expérience. Alors, il y a des couples, des fois, qui se retrouvent dans cette configuration où on a été le ou la première, et ce sont des couples qui peuvent parfois glisser vers l'option du libertinage, du couple ouvert, avec discussion, échange et consentement. C'est des couples voilà, que j'ai pu rencontrer et ça peut leur convenir, mais à nouveau, les couples ouverts, si vous voulez que j'en fasse une vidéo, ça ne convient pas à tout le monde. Et puis, il y a aussi la question, en tout cas l'origine de certaines infidélités peut trouver ses racines dans je veux réparer ma relation et donc je vais aller voir un petit peu ailleurs pour aller réparer ma relation. Je l'ai déjà dit, je pense, dans un podcast sur le libertinage. Vouloir aller voir ailleurs pour réparer une relation, c'est la plus grosse bêtise que tu peux faire. Parce que tu y vas pour confirmer ou infirmer les choses. Et en fait, ce n'est pas tant l'acte qui va te permettre d'infirmer ou confirmer les choses, c'est ce que tu vas en déduire. Donc c'est finalement ton positionnement en tant qu'être humain, avec tes pensées, avec tes sentiments. Je vais prendre cet exemple parce que c'est l'exemple que moi j'ai connu avec mes TCA quand j'avais de l'hyperphagie. Je pensais que le problème c'était le chocolat. Mais en fait, ce n'était pas le chocolat le problème, donc ce n'est pas ton partenaire le problème, c'est la relation que j'entretiens avec le chocolat ou ce partenaire. Et quand on fait évoluer sa relation, et le but c'est de se remettre en question, de voir aussi avec l'autre, mais en soi, ce n'était pas en allant voir un autre chocolat que j'allais régler mon problème de chocolat. Donc j'aurais pu l'enlever, j'aurais pu passer au chocolat noir plutôt qu'au chocolat au lait, mais si j'avais été face au chocolat au lait, j'aurais jamais réglé le problème avec le chocolat au lait. Donc aujourd'hui, je n'ai plus de problème avec le chocolat au lait. C'est toujours quelque chose que j'aime, que je peux manger avec gourmandise, mais je ne fais plus de compulsion dessus. Donc je suis venue travailler la relation que j'ai avec le chocolat. Donc peut-être pose-toi les questions quand tu en viens à cette idée de est-ce que ça peut réparer ma relation. Observe avec quelles lunettes tu regardes ton ou ta partenaire. Observe les pensées, les sentiments que tu as à son égard et vois justement quelles sont les émotions qui n'ont pas été traitées, les sujets qui n'ont pas été traités, parce que souvent, ce qui vient se construire, c'est une sorte de ressentiment qui crée de l'éloignement, qui fait baisser le désir et donc la vie intime, parce qu'on n'a pas solutionné des problèmes, des fois infimes, mais qui nous ont blessés et qui finalement créent des cicatrices et on en vient à retenir des parties de soi avec son partenaire. Donc finalement, je pense qu'on a beau dire oui, c'est pour le sexe, etc., majoritairement l'infidélité, je pense surtout qu'en allant faire quelque chose avec quelqu'un d'autre, on va aller à la rencontre d'une autre partie de soi-même. Finalement, ce n'est pas une autre personne qu'on va rencontrer, mais c'est une autre version de soi. Quelle est la partie de moi que je vais explorer en allant voir cette autre personne que je ne vais pas explorer, que je ne manifeste pas dans ma relation actuelle. Lorsqu'il s'agit d'infidélité, il est d'abord question de sa propre identité. L'autre personne, cette tierce personne, c'est un miroir. Donc c'est vraiment un élément que j'avais envie de te partager dans cette vidéo parce que je pense que ça fait vachement réfléchir à la question de ce qui nous amène à l'infidélité. Une question qui est venue aussi, alors il y avait des questions que j'ai répondues dans le point précédent, mais il y avait une question qui m'est venue via YouTube qui était comment je pourrais réagir face à l'infidélité. C'est vrai qu'il serait tentant de hiérarchiser les infidélités, de dire finalement tant qu'il n'y a pas eu de sexe, c'est moins grave, ou alors il y a des personnes qui vont dire tant qu'il n'y a pas eu de sentiments, c'est moins grave, ah bah c'était juste un texto et ceci. Donc on serait tenté de hiérarchiser, de se dire bon bah là je réagirais de manière plutôt chill, cool, et là c'est bon, je claque la porte ou je lui envoie ses affaires par la fenêtre et c'est fini. Ce n'est pas possible parce que tu as beau vouloir anticiper la manière dont tu vas réagir, tu ne sais pas comment tu vas réagir. Tu as beau être la personne la plus ouverte d'esprit, la plus à penser égalité entre les hommes et les femmes, etc., tu ne sais pas comment l'autre va réagir. Moi, c'est une situation qui m'est arrivée, pourtant il ne s'agissait pas du tout d'une situation d'infidélité,
puisqu'on était dans un contexte avec un ex-partenaire et tout était, on va dire, normal. Et il y a eu un toucher qu'un autre homme a eu sur moi, qui était juste le fait de mettre son bras au-dessus de mon épaule, qui a été très mal vécu par mon copain de l'époque, qui a vécu ça comme une trahison, alors que rien ne laissait à penser qu'il y avait quelconque envie de cette personne-là, mais ça a été perçu comme étant source de souffrance ou d'infidélité d'une certaine manière, alors que ça ne l'était pas. Mon copain de l'époque a très mal réagi, il est sorti de la pièce, il a voulu partir de la soirée et tout ça. Donc forcément, moi étant la seule personne qui conduisait, bah, je me suis préparée pour partir, etc. Et ça avait lancé un très grand froid. Donc je lui ai dit, bah, dis-moi en fait de quoi il s'agit. Oui, mais un tel, il a mis le bras autour de toi, nanani. Et pourtant, ce n'était pas quelqu'un qui était possessif ou jaloux. Mais là, il a perçu la situation comme étant potentiellement menaçante pour lui. En tout cas, ça l'a fait souffrir, donc on en a parlé, etc. Mais tu vois, même des fois dans des situations totalement presque anodines, en tout cas où il n'y a pas de secret, etc., eh bien, une personne peut se sentir mal avec un geste, une parole, etc. Donc, on ne peut pas garantir la manière dont on va réagir parce que ça va toucher des choses extrêmement intimes à l'intérieur de nous. Au-delà de la notion de confiance, qui est une grosse notion, ça vient, l'infidélité, toucher le concept d'estime de soi. Puisque mon ou ma partenaire est allé voir ailleurs, c'est que moi, je ne lui satisfais plus, que donc en gros, il me manque quelque chose. Et donc, ça vient me remettre en question en termes de valeur personnelle. Et ça, c'est extrêmement douloureux. Et finalement, ce qui peut venir nous remettre en question lorsqu'il s'agit d'estime, on ne peut jamais le prévoir, on ne peut jamais l'anticiper totalement. Alors, ce serait trop long de vous faire un point sur quoi faire une fois qu'on apprend l'infidélité. Si c'est une question qui vous intéresse, je vous invite à me laisser un commentaire pour que je puisse la tourner. J'ai envie de finir cette vidéo plutôt sur la notion d'appréhender le couple. Je pense, et c'est une notion que je travaille vraiment avec mes clientes et mes clients, d'avoir un échange et d'en avoir même plusieurs, des échanges sur quelles sont nos définitions de l'engagement et de la fidélité au sein de notre couple. Quand on se met en couple avec quelqu'un, même encore aujourd'hui où il y a une évolution des mœurs en termes de couple, on a tendance à zapper ce que veut dire l'engagement pour l'un et l'autre, ce que veut dire fidélité pour l'un et l'autre, et on va supposer qu'on est dans une relation monogame et exclusive, alors que peut-être c'est pas la définition de la personne en face. Je pense donc que c'est hyper important quand on démarre une relation qui commence à être, on va dire, engagée, de se poser la question, qu'est-ce qu'on est, comment on s'engage, qu'est-ce que veut dire fidélité pour nous. Finalement, de mettre un certain cadre qui permet finalement de se positionner en tant que personne dans une relation, de pouvoir échanger, débattre sur des idées. Et comme je disais, il y a des couples parfois qui évoluent, qui en vont à ouvrir leur couple, à refermer leur couple, à réouvrir leur couple ou à explorer différentes formes de couples modernes, type le polyamour, le libertinage, avec plein de déclinaisons possibles. Si ça vous intéresse, à nouveau, laissez-moi un commentaire. Donc je pense que c'est un point à évoquer et réévoquer au fur et à mesure d'une relation, en parallèle de quelles sont les attentes, quelle est l'expérience qu'on a envie de vivre en couple, parce que au début de la relation, on est à un certain moment de notre vie et puis on va avancer, on va évoluer en tant qu'être humain et finalement ça va nous demander en permanence de se réapprivoiser, de recréer du lien, de nourrir la relation. Donc en fait, nous ne sommes plus les mêmes personnes qu'au début de la relation. Donc c'est comment on fait évoluer la relation en même temps que les deux personnes qui font partie de la relation évoluent. Et c'est ça qui amène énormément de, entre guillemets, de travail et de subtilité dans les relations sentimentales, parce que ce n'est pas fixe, ce n'est pas linéaire, c'est vraiment quelque chose de très mouvant, de très malléable, qui demande de s'y investir et d'y consacrer du temps. Oui, ça demande un effort, mais je pense que c'est un effort qui vaut le coup si on a envie de construire quelque chose sur des bases solides et qui perdure dans le temps. Alors après, il n'y a pas de garantie,
mais ça permet en tout cas de baliser le terrain et de se sentir davantage en sécurité parce que le sentiment de sécurité dans une relation est quand même extrêmement important. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me laisser un commentaire pour me poser les questions pour peut-être faire une suite à cette première vidéo. Sur ces bonnes paroles, je te souhaite une très belle journée. N'oublie pas de t'abonner et à très bientôt.